Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était hier devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Le président de la République démocratique du Congo a prononcé son discours annuel sur l'état de la nation. Dans son adresse, il a fait le contour de tous les secteurs de la vie nationale. Et au cours de cette émission, nous allons revenir sur les points saillants avec des analyses, des critiques, mais aussi des commentaires. La paix, rien que la paix dans la région des Grands Lacs, voilà la substance de la 15e réunion statutaire du Forum des parlementaires membres de la CIRGL, tenue à Luanda en République démocratique du Congo. La délégation des parlementaires congolais a été conduite par le député national, le professeur Boniface Kabanda Matanda. On en parle dans cette émission. La grève sèche entamée par les professeurs des universités depuis le lundi dernier s'est durcie. En colère, les professeurs dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Que faire pour rencontrer leurs desiderata? Quelles sont les répercussions de cet abandon du travail sur les calendriers académiques? Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités. Voilà l'ossature de cette émission autour de l'info de ce jeudi 12 décembre 2024. Vos commentaires, suggestions et préoccupations nous intéressent. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci, bienvenue dans votre émission Autour de l'info. Voilà, autour de l'info, nous avons 3 sujets aujourd'hui. D'abord, les discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation, une année après. Comment nous allons analyser avec nos invités. Il y a le deuxième sujet, la diplomatie parlementaire, avec ce forum sur la paix tenu à Luanda par les pays, donc les parlementaires membres de la CIRGL, mais aussi cette grève sèche des professeurs des universités publiques qui s'est durcie. Voilà les 3 sujets sur lesquels nous allons baser nos discussions de tout à l'heure dans cette émission autour de l'info. Je rappelle que l'émission est en direct. Vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, parce que nous avons besoin aussi de votre participation, vos suggestions, vos commentaires, mais aussi vos critiques nous intéressent. Vous pouvez nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, mesdames, messieurs. Voilà ce que nous allons faire ce jour. Déjà, sur le plateau, nous avons à ma gauche Souleymane Onehesse, qui est avec nous déjà sur ce plateau, analyste politique. Souleymane, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à sa gauche, nous avons Crispin Longomba, qui est journaliste. Crispin, bonjour. Bonjour Gustave. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et à ma droite, Archip Ntala, analyste politique. Archip, bonjour. Bonjour Gustave et merci. Bonjour aux co-débatteurs qui sont en face de moi. Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Nous recevrons également en cours de l'émission Dadi Saleh, professeur d'université qui est en route, Tony Dibendela, journaliste, mais aussi Patrick Moukadi qui pourront nous rejoindre déjà sur le plateau. Mais nous commençons avec les 3 invités qui sont déjà présents avec nous. Mesdames, Messieurs, les discours du chef de l'État, la traduction a été respectée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était devant les députés et sénateurs réunis en congrès pour pouvoir respecter cette imposition, cette obligation constitutionnelle de pouvoir brosser la situation du pays. Et avant de pouvoir commenter, suivons d'abord ce reportage.
Pour le premier grand oral de son second quinquennat, les attentes étaient grandes et nombreuses. Et l'affluence au Palais du Peuple ce mercredi 11 décembre 2024 l'atteste bien. Une mobilisation pour un rendez-vous annuel et constitutionnel devant députés et sénateurs réunis en congrès. Ce grand événement, à l'instar de celui de l'investiture en janvier dernier, a également mobilisé hommes et femmes de médias pour une visibilité grandeur nature à l'image de cette belle vue aérienne proposée lors du direct par la radio-télévision nationale congolaise. À l'arrivée de l'escorte présidentielle dans l'hémicycle, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires avant son accueil par les bureaux de 2 chambres du Parlement. Très ovationné lors de son entrée dans la salle de congrès, le chef de l'État vient faire une sorte de bilan de ses actions en 2024. En 1h40, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue les progrès réalisés et ceux restant en suspens. Abordant l'économie, le chef de l'État a soutenu que ces secteurs en pleine transformation présentent des signes de solidité. Le pays prévoit une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. La vie chère s'est invitée dans ses discours. Le président Tshisekedi tient à rassurer la population qu'il a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Aux Quinois et Quinois particulièrement, il affirme partager la préoccupation des embouteillages quotidiens et a instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer des améliorations dans les jours à venir. Le garant du bon fonctionnement des institutions s'est félicité de nombreux progrès réalisés notamment dans les secteurs agricoles, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et autres. Malgré ces progrès, a-t-il fait remarquer, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Le commandant suprême des forces armées est convaincu que l'opérationnalisation du plan de programmation militaire rendra nos forces armées plus efficaces sur terrain. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. S'agissant de l'état des sièges, le président fait savoir que des décisions importantes seront prises au regard des recommandations issues des dernières missions interministérielles effectuées par les membres du gouvernement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La diplomatie joue un rôle crucial face aux défis sécuritaires. Le chef de l'État a fait remarquer que la RDC s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts. Dans la suite de son discours et avant de le clore, les sujets qui tenaient en haleine l'opinion et l'assistance dans la salle a été évoqué. Le président de la République soutient qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle en raison du temps nécessaire pour l'installation des institutions. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Très applaudi sur la question, le chef de l'État a bel et bien effectué l'exercice. Un exercice qui, à en croire la présente Constitution, ne donne lieu à aucun débat. Voilà, vous avez suivi les présidents de la République, surtout ce reportage sur les points saillants du discours du président de la République.
Et économie, croissance prévue 6%. Et puis, vu cher, des mesures urgentes seront prises pour pouvoir combattre la vie chère, mais aussi embouteillage. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour pouvoir apporter la fluidité dans la mobilité des Congolaises et Congolais. Vous avez suivi votre réaction, Souleymane Onehesse. Comment vous avez accueilli les discours du président de la République à la nation? Oui, merci. Je pense que tout le monde a suivi, comme l'intitulé le dit, les discours de l'État de la nation, dont nous-mêmes aussi nous faisons partie de cette nation. C'était de nous, avec beaucoup d'attention, de suivre ces discours. Quelques points que le président, les garants de bon fonctionnement de l'institution du pays, en a parlé. Il a suggéré quelques points comme vous avez suivi, l'économie et la sécurité, et voir aussi le point sur la Constitution, et en particulier aussi il a parlé quelque chose que nous tous nous étonnons, et si nous avons commencé cette émission en retard, c'est suite à ce qu'il vient de dire. Ok, c'est un discours, et ce qui est vrai que le président, dans les bons, le président a toujours tenu de beaux discours, de bons, de meilleurs pour nous. Mais c'est question maintenant de l'applicabilité, de la mise en place et en pratique de ce même discours. Tout ce qu'il a dit, ok, on encourage. Maintenant, nous serons là pour commencer à observer qu'est-ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas le premier discours que le président de la République a prononcé sur l'état de la nation. Il en a toujours prononcé de meilleur, comme celui qui vient de prononcer hier. C'est bien. Maintenant, mais c'est l'applicabilité. Prenez par exemple le cas qu'il a évoqué de l'économie, il y a eu croissance de 6%. Oui, bon, le président, c'est lui peut-être qui a constaté cela dans les papiers qu'on lui a menés. Mais nous n'avons pas besoin de voir les papiers. Nous avons besoin de voir les concrets, la vie changer seulement, ou une petite modification de ces croissances que le président vient de dire. Là, on n'en disconvient pas. En ce qui concerne aussi le point de la sécurité, oui, mais ce qui est vrai, nous ne serons pas toujours continuer à jouer à la défensive. Toutefois, la diplomatie va avancer en faisant quoi? Et pour qu'elle ait retombé. D'où nous sommes en train de voir seulement la réalité, les concrets de ces discours qu'il vient de prononcer. À ce qui concerne les points d'embouteillage, je trouve que le président dit qu'il avait déjà instruit les gouvernements de voir la situation d'embouteillage. Nous sommes en train aussi de voir ces mêmes gouvernements qu'il a instruits. Est-ce qu'ils ont obéi? Parce que je vous dis, au moment où je vous parle, dès mon introduction, vous avez suivi que non, si nous avons commencé l'émission en retard, c'est une des causes. Les gouvernements attendent encore, c'est un programme national qui cherche encore beaucoup d'énergie pour mettre en pratique, ou c'est un problème que même le président lui, parce qu'il fait partie d'un habitant de Kinshasa, il a constaté et il a dit qu'est-ce que les gouvernements attendent et quand est-ce qu'ils vont réagir pour qu'on ait au moins une solution, au moins légèrement, qu'on puisse un peu respirer. D'accord. Tala, vous avez suivi les discours du président de la République. Dès son introduction, il dit 2024, malgré les défis, d'importants défis, nous avons réalisé des progrès notables, nous avons accompli des avancées concrètes et nous avons démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous.
Votre réaction par rapport à ce discours, et vous avez suivi les reportages, notre confrère a pu ramasser les points saillants du discours du chef. D'ailleurs, il a essayé un peu de ramasser tout l'essentiel du discours du chef tout en résumant cela en quelques lignes. En tout cas, c'est pour moi le discours du chef de l'État que je salue d'abord, c'est un meilleur discours pour moi et un discours qui, du reste, est un appel pour la construction d'un Congo plus forte, résiliente et équitable. Et si vous regardez ce que j'ai plus aimé dans le discours du chef de l'État, c'est qu'il ressort le point et il nous balance, il balaye ce qui a été déjà fait et il projette ce qui doit être fait. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Parce que déjà, d'entrée de jeu, lui-même a reconnu que malgré d'importants défis qui restent à relever, c'est cette franchise-là que j'ai plus encore aimé dans le discours du chef de l'État. Parce que, il pouvait quand même dire, bon voilà, avec ce qu'on est en train de faire, on est déjà sur le bon chemin. Et écoutez, ce qui reste là, on va continuer à le faire. Mais si vous regardez la franchise avec laquelle le président de la République a tenu son discours hier, je pense personnellement et je crois en ce que le président de la République a dit, avec la projection de ce qui est fait et la projection de ce qui doit être fait, je crois que bâtir ce Congo-là plus forte, résiliente et équitable, en tout cas, ça sera une réalité dans les prochaines années qui suivent. Et il a parlé de la croissance économique qui est déjà à 6% plus... Là, il dit que c'est une prévision. Oui, oui. On prévoit... Parce que la croissance régionale est de 3,4%. 3,8%. Mais là, on projette pour une croissance de 6%, qui est d'ailleurs au-dessus de la moyenne de la région. Donc, ce qui veut dire que tout ce que le président de la République a dit, oui, c'est un discours, comme vous venez de dire, Souleymane, parce que lui, je sais que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne restera que sur les points où lui pense que cela ne marchera pas. Mais alors que, si vous regardez même, il a fait une promesse même de construire plus de 3800 km de routes de dessert agricole. Mais écoutez, avec ce qui est déjà fait, avec le programme des 145 territoires, je crois que c'est une action à saluer, à accompagner. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains territoires. Aucun territoire de la République du Congo n'est épargné par ces programmes de développement à la base. Et aujourd'hui, vous avez des blocs administratifs dans des territoires qui, peut-être, dans les années antérieures, cela n'a jamais existé. Et il y a des écoles qui ne cessent de pousser, des centres de santé qui ne cessent de pousser. Et il a même fait allusion à la gratuité de la maternité, qui, du reste, est effective aujourd'hui dans 13 provinces. Les récents... S'il vous plaît, je voudrais qu'on y aille palier par palier. Si vous suivez le président de la République, a commencé par l'économie, la situation économique. Okay. Et quand j'ai suivi les reportages de notre confrère, il a parlé de la croissance, il a parlé de la vie chère, oui, le pouvoir d'achat, il a parlé des embouteillages. Okay. Et on se limite, si vous avez encore d'autres cas évoqués sur les plans économiques, vous pouvez balancer, on va aller comme ça. Oui, pour parlant du pouvoir d'achat, ça permet à nos téléspectateurs de bien nous suivre. Okay. Parlant du pouvoir d'achat, il a instruit le gouvernement, et récemment d'ailleurs j'ai suivi le déplacement du ministre de l'économie, qui a fait une descente, une ronde dans les entrepôts de, comment dirais-je, des grands voilà. Et tout ça, c'est peut-être pour constater que, avec les instructions que le président de la République a données, et cela sera effectif sur toute l'étendue du pays. Et le ministre en charge de l'économie devrait en principe faire ce travail-là, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il est en train d'être fait avec ses inspecteurs au même titre. Et le président de la République parle de la construction des routes à dessert, des desserts agricoles. Et c'est une réalité avec les programmes de développement des 145 territoires. Si vous faites, parce que récemment j'étais dans le Congo central, précisément dans le territoire de Kassangoul, moi je vis les écoles en construction et quelques écoles déjà presque finies, et qui attendent la livraison au gouvernement. Et ces programmes-là, si vous faites le Grand Bandundu, vous allez constater que c'est pratiquement la même chose. Et enfin, le président de la République parle de la couverture de la santé, plus particulièrement de la gratuité de la maternité. Qui dirait que c'est effectif? D'accord. Qui dirait que c'est effectif dans 13 provinces, les 7 dernières provinces, les 8 dernières provinces à s'aligner, c'était au mois d'avril. Et ces provinces-là ont été inscrites
dans ces programmes de la gratuité de la maternité. Et donc vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste par rapport à tout ce que le président a dit. Bien sûr que oui. D'accord. Alors, Kispin Longobad, je salue d'abord la présence du professeur Dadi Saleh qui vient de s'ajouter sur ce plateau. Professeur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci de votre disponibilité encore ce matin. C'est un plaisir. Voilà. Kispin Longomba, vous avez suivi les discours du chef, d'abord hier en direct, encore ce matin les reportages. Voilà votre appréhension par rapport à tout ce qui est dit sur le plan économique. Oui, merci Gustave. Nous avons tous suivi le discours du chef de l'État et nous avons suivi également depuis hier soir les points de vue des uns et des autres sur la question, les commentaires. Il y a des débats qui ont déjà commencé là-dessus. Et pour ma part, moi je pense que s'il faut partir d'abord de la forme même du discours, et je me dis c'est un discours qui a été composé et prononcé dans le respect des règles du jeu, donc dans le respect des normes littéraires. Vous savez, un discours, il peut bien être composé, mais si il est mal prononcé, eh bien, il perd sa saveur. Donc, sur le plan littéraire, c'est un discours qui a été parfait, qui a été composé de main de maître, et je me dis, dans un cadre orthophonique bien déterminé, bien ficelé. Il y avait aussi, il y a la rhétorique, il y a comment on appelle, l'éloquence. Donc les deux combinés ont fait que le chef de l'État puisse prononcer formellement un discours bien, parfait. Et sur le fond, effectivement, il y a des choses qui ont été dites. C'est la stabilité du taux de change sur le marché. Elle est là, mais elle reste encore délétère dans la mesure où le franc congolais n'a pas encore recouvré sa valeur naturelle. Donc il faudrait effectivement qu'il y ait des efforts dans ce secteur-là, stabiliser effectivement le taux d'échange pour permettre à l'ensemble de la population de pouvoir accéder au marché d'achat plus ou moins facile. Les embouteillages, la vie chère, ça c'est ce que nous vivons, comme le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Nous vivons ça au quotidien. Il faudrait également des efforts, il faudrait que les efforts soient conjugués. Le chef de l'État a bien dit, mais il faudrait un management sérieux pour faire appliquer cela et que la population sente que effectivement notre économie a atteint quand même un niveau considérable. D'accord. Professeur Dadi Saleh, quelles sont vos appréhensions sur le plan économique? Je sais que c'est votre domaine de prédilection. Vous êtes aussi spécialiste des pays du Sud. Tout à fait. Voilà. Vous avez suivi le discours du chef. Sur le plan économique, quelles sont vos appréhensions? Alors, c'est difficile de faire vraiment une vraie analyse économique. Pourquoi? Tout simplement parce que exactement le chef de l'État a soulevé les points positifs. En termes par exemple de croissance, on a parmi les taux les plus élevés. En termes de croissance, 8,4%, même si en 2023 c'était moins qu'en 2022, mais c'est parmi les taux les plus élevés. Et qu'effectivement il y a eu une augmentation de plus ou moins 70%. Ça va? En termes de taux de croissance globale. Mais menée par exactement, encore une fois, les entreprises minières. Même si nous avons compris que c'était l'agriculture, on voulait retourner vers la victoire de l'agriculture, mais pour l'instant, les taux de croissance, la revanche, mais jusque-là, ce n'est pas encore le cas, absolument pas. Mais maintenant, moi qui suis pour la révolution économique, moi qui suis pour la sortie du type néo-colonialiste de notre économie, c'est là où je me dis, nonobstant
tout ce qui s'est bien passé, entre guillemets, Oui. nous devrions comprendre d'abord deux grands points. C'est quoi exactement la croissance? Parce que, à vrai dire, parfois la croissance ne signifie presque rien. Et vous avez compris que jusque-là, personne n'a égalé les taux de croissance des 2 chiffres de Matata Mponyo. Ça va? De 2 chiffres. On demande, on espère que ça va vite être dépassé. C'est possible, hein, je vous assure. Parce que 8,4, etc., rapidement, on peut arriver à 10%. Mais lui-même avait avoué que le social du Congolais n'avait absolument pas changé. Ce qui fait que le taux de croissance, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est que juste l'augmentation. Ça va? De services, des produits pour une économie donnée par rapport à une période donnée. Donc, il y a eu une grande production, nous sommes d'accord. Mais malheureusement, vous savez très bien, comme ça a été mené à plus de 70%, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres, à plus de, je ne fais qu'analyser, à plus de 70% par les entreprises minières. Et pourtant, les entreprises minières ne font que exporter les matières premières, c'est-à-dire exactement par ricochet, le vrai bénéfice est sur ces entreprises minières qui sont chinoises, canadiennes et américaines, et exactement, le peuple congolais reste encore une fois, socialement appauvri. Tout le monde est d'accord. Vous avez vu que la GECAMINE, la MIBA, nous sommes par terre. Les entreprises, le chef de l'État lui-même l'a dit, n'est-ce pas? Les entreprises du portefeuille sont par terre. Exactement. On ne peut pas parler du taux de croissance comme un élément prépondérant de la vie d'une population. J'ai dit cela, on l'a prouvé, la FMI et la Banque mondiale essayent de satisfaire le pays du Sud, comme quoi je suis satisfait parce que j'ai un taux de croissance élevé. Ça ne signifie rien, s'il vous plaît. Ça ne signifie surtout le PIB, c'est des produits intérieurs bruts. C'est un des éléments importants, n'est-ce pas, du taux de croissance. C'est juste une production intérieure brute. C'est-à-dire que tous les Américains peuvent venir travailler au Congo, comme nous le voyons. On n'a aucune grande entreprise dans le vrai sens du mot. Presque toutes, à plus de 90%, les grandes entreprises appartiennent aux étrangers. Ils produisent ici, mais on va comptabiliser cela dans le PIB. Vous avez compris, hein? Produit intérieur brut. C'est-à-dire que les Américains produisent au Congo, se font l'argent et partent avec l'argent, la plus-value aux États-Unis. Les Chinois, la même chose, et les Congolais restent pauvres à Zando. Zando, on voit, les chiffres le prouvent encore une fois, 80% du peuple congolais vit au-dessus du seuil de pauvreté. L'année passée, c'était plus ou moins 80%. Là, on est à 83%. Vit en deçà du seuil de pauvreté. Alors, pour contourner cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on l'a dit, on le répète, et on est prêt. Malheureusement, je ne sais pas si on nous écoute, parce que chacun a son expertise. Mais nous le disons pourquoi? Ce n'est pas pour nuire, c'est pour que le chef de l'État, pour que le gouvernement puisse nous écouter et appliquer, même sans nous appeler, appliquer, parce que ce sont des petites choses qu'on apprend à l'université, à l'école bien sûr, 3e cycle en grande partie. Tant que nous avons une économie extravertie, totalement, une économie qui ne dépend pas du peuple congolais, tout ce que vous allez avoir comme taux de croissance ne signifiera rien. Alors, il n'y aura que des commissionnaires, ça va, qui vont bénéficier un peu, vous comprenez? Quelques commissionnaires, ils peuvent être du gouvernement ou bien quelques entrepreneurs, ça va, qui vont être des petits millionnaires, mais on ne créera jamais des milliardaires et une économie, comment est-ce qu'on peut dire, où le Congolais socialement, tel que le chef l'avait, socialement, nous allons comme le chef le veut, mais il ne nous écoute pas, je suis désolé, ça va. Du moins ses conseillers, les gouvernements. Donc, au fond, une économie où il y a une révolution de l'économie, ça va, où on aura maintenant, ce sont les Congolais. On va sortir des 80%, 83% de pauvreté pour arriver peut-être à 30-40%, à 20%. C'est de ça qu'il s'agit, c'est l'essentiel. Quand le peuple congolais mange comme il faut, s'est fait soigner comme il faut, il y a des routes comme il faut, c'est ça la vraie économie. Toute autre économie qu'on essaie de nous expliquer dans des télévisions. Je vous l'ai dit, et malheureusement, ils continuent à suivre les conseillers de la FMI. Vous connaissez le professeur Dr Dadi Saleh, n'aime pas toutes les théories de la FMI, de la Banque mondiale et des ONG. Alors, malheureusement, c'est ce qu'on continue de dire. Alors, le chef de l'État dit, au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6 milliards 117 millions 50 000 dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Lorsqu'il y a des réserves, comme on a dit là, la fois passée, on avait dit qu'il n'y a pas de réserve. Aujourd'hui, on est à 6 milliards 117 millions
Quel est l'impact d'avoir un taux élevé de réserves sur la vie sociale de la population? J'ai ri encore. Non, je demande. Oui, avant de répondre, j'ai ri. D'accord. Ça va, pour qu'on comprenne que, franchement, ce sont des notions élémentaires, mais jusque-là, je ne comprends pas. Qui détient les réserves? Vous avez vu vous-même, pour que nous puissions, comme le ministre de l'économie l'a suggéré, faire diminuer les prix, en réunion, il était avec qui? Qui étaient les importateurs? Tout le monde a vu à la RTNC. C'était plein de Blancs, des Libanais, des Chinois, etc. C'est eux qui détiennent ces réserves-là. C'est-à-dire, ils détiennent la main. Je suis d'accord, le prix pourra baisser. Ça a été promis pour hier. Je pense que 48 heures, 72 heures, ça pourra baisser. Je ne suis pas négatif. Ça va, même si ce n'est pas une bonne politique. Parce que c'est une politique court-termiste, juste pour essayer de laver une petite histoire. Mais ce n'est pas mauvais. Passer les festivités. Oui, mais c'est pas ça l'économie. C'est quoi ça? C'est quelle façon de réfléchir l'économie? Je suis désolé, même si ce sont les maîtres qui le font. Et je continue à dire les intelligences dont on n'a pas besoin et les expertises. Non, franchement, si on réfléchit comme ça, eh ben, c'est-à-dire qu'il y a un problème stratégique. Donc, réserve, qui détient la main de Congolais, qui détient la vie en termes de réserves de carburant, en termes de réserves de maïs, en termes de réserves de produits manufacturés. Vous les avez vus à la télévision. Comme ça, je ne décide pas comme déontologiquement, ce n'est pas bien. C'est-à-dire quoi? S'ils décident au Liban, s'ils décident en Chine que rien ne va se faire, que les Congolais vont mourir de famine, même le poisson, nous n'allons pas les avoir. Donc quelqu'un a notre économie en main. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que vous appelez réserve là, c'est très bien. Ça peut croître jusqu'à arriver à 100 milliards. Mais c'est détenu par qui? Ça nous ramène quoi comme valeur ajoutée? Donc il faut que ça soit détenu par les Congolais. Par les Congolais. Excellence, Monsieur le Président, si vous ne nous écoutez pas, si vous ne faites pas partie, ça va, pendant ces quelques années qui vous restent, parce que c'était l'état de la nation, c'est lui qui va faire la révolution économique de la nation, parce que jusque-là, il n'y a pas de révolution économique. Il n'y a que des taux, je viens de vous le prouver. Cherchez tous les économistes du monde, tous les économistes qui sont auprès du chef de l'État pour venir me contredire. C'est une bêtise économique. D'accord. On dit ceci. 3 milliards de dollars qui seront financés par le FMI, la Banque mondiale, ça peut quand même soulager. Non. Absolument pas, parce que nous sommes dans la continuité de la dépendance. Vous savez, pour une ONG, en tant que consultant, je ne cite pas non plus, j'ai fait un rapport, un grand rapport, ça va, où c'était la méthodologie, c'était la documentation. Donc je documente. Et puis j'ai fait des interviews libres. C'est prouvé noir sur blanc que les aides n'aident pas. Il n'y a aucune aide qui va faire sortir une économie, ça va, du trou. C'est-à-dire effectivement que nous continuons avec l'esprit néo-mercantiliste. Parce que la facilité, c'est quoi? C'est accepter les 3 milliards de dollars avec toutes les conditions. La première condition que c'est la FMI, a donné aux Congolais, c'est que vous devez ouvrir un compte spécifique pour ça. Donc tous les comptes que l'État a n'intéressent pas la FMI. C'est un peu comme si nous ne sommes plus indépendants ni souverains. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ils vous mettent leurs propres conditions et de ces 3 milliards de dollars, je peux vous garantir avec preuve à l'appui, 1 milliard quelques resteront déjà, ça va, soit à Londres, soit en Belgique, et effectivement, l'autre milliard qui viendra, ça sera pour payer les expats et quelques expertises, mais ça n'aura pas de vrai impact dans la vie des Congolais. Vous nous conseillez de ne pas faire trop confiance aux aides Ne faites absolument pas confiance, s'il vous plaît. La révolution, moi je suis un révolutionnaire, un Mouzalendo. Non, je ne suis plus entre moitié-moitié. Si vous ne faites pas la révolution économique, Excellence, Monsieur le Président, comme nous sommes en train de les voir à l'Obito, parce que nous sommes en économie, ça va, on va nous piller encore toutes nos ressources minières pendant 50 ans, 200 ans, et le peuple congolais va continuer à être pauvre, parce qu'au moins, ce n'est pas le président qui va me contredire, ni qui que ce soit économiquement. Nous sommes un peuple pauvre, très pauvre. Alors, nos richesses partent. Merci. Où est-ce que nous sommes? Merci beaucoup, professeur, pour vos analyses et commentaires. Et pour terminer le discours, sur le plan agricole, d'ailleurs avec le programme de développement des 145 territoires, il y a un tas là qui avait beaucoup plus argumenté là-bas déjà, le président de la République, là au moins nous pouvons féliciter le président parce que
dans les 145 territoires, il y a des infrastructures comme les hôpitaux, centres de santé, des écoles qui ont quand même poussé. Et un peu partout, même dans les recoins, on voit quand même qu'il y a cette révolution immobilière. Ousmane, plutôt, c'est Suleiman Onese. Merci beaucoup. Je sais que quand je vais parler, vous allez encore... Même chez toi, à Katakokombe, on a construit. Merci beaucoup. Comme vous étiez dans l'équipe, c'est normal. Mais ce qui est vrai, je continue et j'insiste. Je pense que non, les professeurs viennent de dire, peut-être ce que nous on disait en tête de la VMP demain, mais les professeurs ont détaillé avec des chiffres. Pour nous, nous ne voyons pas les chiffres, ne nous intéressent pas. Nous, les peuples congolais. Vous nous amenez, il y a des millions, il y a des milliards, tout ça des chiffres que nous ne connaissons même pas compter ces chiffres-là. Vous nous dites seulement ça. C'est vrai. Il y a eu un moment là-bas, vous nous avez parlé, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Non, il y a eu quelque chose de 16 milliards, quelque chose comme ça. Nous sommes sur le programme de développement local de 145 territoires. D'accord. Si les 145 territoires, nous n'en avons pas. Il ne faut pas parler de 145 territoires, il faut parler de 140 quelque chose, parce qu'il y a quelques territoires où nos biens ne sont pas chez nous. Ok. À ce qui concerne la construction de ceci, cela, si l'État de la République, ne faisons pas de beaux yeux au président de la République, peut-être à certains dirigeants où il y a des ramifications, tout ça, pour les faire les amadouer, et surtout à l'ingénieur qui est à ma face, peut-être pour qu'il ait des marchés. Non. La République démocratique du Congo, je continue et je vous rappelle encore, nous avons 26 provinces. Si les 26 provinces, nous avons 145 territoires, bien qu'il y a d'autres territoires qui sont quelque part ailleurs, mais dans les 140 quelque chose de territoires qui nous restent là, vous me parlez seulement de Bandundu, vous parlez seulement de Congo central, tout près ici. Mais non, arrivez par exemple au Sidoubangi, combien vous allez trouver là-bas? Là où il y a les transports difficiles, ils ont construit quoi? D'ailleurs, vous parlez aussi, prenez par exemple les cas, je vous donne l'exemple, même au niveau de Kasaï oriental. Là où vous connaissez tous que non, tout près ici, ce n'est pas loin avec l'avion. Combien d'écoles sont construites là-bas? Les Ivoires, là je vous contredis. Je ne comprends rien. Quand vous dites que la province a été construite, ne voyez pas seulement le centre-ville ou bien vous voyez simplement la capitale. On parle des territoires. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. D'ailleurs, peut-être je vous dis, je continue. Vous avez parlé, j'étais calme. Vous avez parlé. Je ne dois pas vous laisser les dire. Vous n'avez pas la parole, Tala. Vous avez fini. Non, laissez. On est attaqué. Continuez encore non, je continue. Continuez encore dans une autre province de l'Omami. À Lubao, partout là-bas. Vous n'avez jamais été là-bas, il n'y en a pas. Je vous dis encore, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas cette construction. Imaginez-vous quand on vous dit que 145 territoires et qu'il y a cette D ou une école. Pensez-vous? Oui. Moi, écoutez, s'il vous plaît, je suis dans le réseau des écoles conventionnées islamiques. Quand vous me parlez des écoles, moi, je ne suis pas d'accord. Les rapports de tous les cordons nous amènent. Combien d'écoles ils ont construit? On n'a pas construit les écoles. Combien d'écoles, quand vous dites que non, c'est poussé, combien? Combien d'écoles vous avez déjà liées dans des provinces? Les Bandundu et les consorts que vous êtes en train de compter là-bas, c'est combien? Il n'y en a pas. Arrivé encore, même là, vous parlez de Sankourou. Ils ont construit qu'une école à Lodia. À moins que vous reconnaissiez au moins cette école. Non, écoutez, monsieur, je ne suis pas là pour parler d'une école. La République démocratique du Congo, quand on veut parler de la République, il ne faut pas défendre que quand on construit une école, vous dites non, monsieur le président, vous avez construit. Vous voulez réduire la République à une école? Ou vous voulez réduire une province dans une petite école? Et cette même école là-bas, c'est de quelle qualité? Hein? Alors, prenez encore dans d'autres provinces que je n'ai pas citées ici. Est-ce qu'il y a des constructions des écoles? Il n'y en a pas. Donc, vous voulez dire que pour ce qui est vrai, les 145 territoires, j'ai dit ceci. Des 145 territoires que vous dites là-bas, qu'il y ait les enquêtes sur ces cas, que les gens honnêtes et non pas les dialoguistes, qu'ils fassent l'enquête sur monsieur le président, si vous avez des gens sérieux, intègres, qu'ils aillent inspecter
l'effectivité des 145 territoires. Si vous aurez de bons rapports. D'accord. Mais, M. Suleiman, il faut lire les rapports des BESECO, il faut lire les rapports s'il vous plaît, les histoires des rapports là-bas, vous voulez aller faire l'expertise. Avec des images et des vidéos. Moi je vous dis ceci. Moi je vous dis ceci. Voilà. Allez vous-même, vous êtes Congolais, avec l'esprit congolais, descendez sur le terrain. Vous allez voir. D'accord. Ce n'est pas une petite école, on prend une photo. La photo s'améliore. 145 territoires. Crispin Longomba, votre région. Oui, 145 territoires. C'est d'abord un programme, un très bon programme, qui vise le développement de nos territoires, qui croupissent chaque jour, sous la misère vraiment indescriptible. Et il y a des moyens qui sont sortis pour construire des centres hospitaliers, pour construire des écoles, pour construire des routes. Bon, les rapports, oui, s'il y a des organismes ou des instances qui sont en train de surveiller ou de contrôler cela, c'est une bonne chose. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on a donné un travail à faire, mais il faut l'évaluer. Nous voudrions que les 145 jours, parce que moi, je viens aussi de l'intérieur, il n'y a pas très longtemps, j'étais chez moi à Collet, je vous assure que je n'ai pas remarqué cela. Même au centre de Collet, je cite bien Collet, au centre de Collet, et on m'a parlé d'une école qui était en train d'être construite, je me suis rendu sur le terrain. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose d'insignifiant. Dans le projet des 145 territoires. Oui, dans le projet de 145 territoires. Donc, je parle de cela. Il y a quand même... Je n'ai pas vu ça. Non, vous avez vu quelque chose, mais c'est insignifiant. Oui, c'est-à-dire quoi? Oui. J'ai vu une école en train d'être construite, mais qui n'est pas du tout viable au regard même de la construction qui se fait. Je n'ai pas vu ça et on m'en a pas parlé. Les bâtiments administratifs, quand vous allez même au centre du territoire, mais vous allez vous rendre compte que même les camps militaires, les camps des policiers, il n'y a rien, mon cher. Il n'y a rien. Et je dis ceci. Il faudrait... Là vous plaidez pour la cause des collègues. Non, pas... Bon, à partir de cela, je déduis qu'il peut y avoir aussi des territoires qui connaissent la même situation que cela. Et ce qu'il faudrait conseiller ici, c'est que nous devons avoir la culture du contrôle de gestion. On ne peut pas lancer quelque chose d'important comme celui-là et on ne sait pas faire le suivi, on ne sait pas faire l'évaluation, on ne sait pas là où on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire, on ne sait pas le faire. Et on vient ici, on va vous dire non, écoutez, c'est en train d'être fait comme vous dites là. Le rapport des Nations Unies de ceci, non, c'est bien fait, ça se fait, alors qu'il n'y a rien. D'accord, le temps est parti, je voudrais vous situer pour dire que le projet de développement local de 145 territoires a été confié. Il y a une partie qui sera exécutée qui est exécutée et en train d'être exécutée par BESECO, une partie en train d'être exécutée par les PNUD et une autre partie en train d'être exécutée par les CLEF. Vous voyez, donc les trois organismes sont en train d'exécuter ces projets-là. Merci Nabila. Alors, en dehors de ça, vous voulez avoir tous les renseignements parce que vous ne ferez pas les tours de tous les 145 territoires. Allez voir les rapports du ministère du Plan, allez au BESECO, allez au PNUD, vous aurez tous les
les détails. Oui, on ne refuse pas, Gustave. Réduire ou parler comme Suleiman. Non, on ne refuse pas. C'est la liberté, ben bon. On ne refuse pas. Quand il y a des preuves, moi je peux, je ne vous donne, s'il vous plaît, je ne vous donne que la parole. Mais si je prends le cas des territoires de la province de Lomami, territoire de Ngandajika, sur la route pour quitter Chilenge, vous entrez en Ngandajika, il y a des villages, donc Bakomulumba, Mpiana, jusqu'à Ngandajika territoire. Vous allez vous avez des écoles, vous avez des centres hospitaliers. Peut-être chez vous, c'est privilégié. C'est logique. Alors, dire que c'est rien, bon. Alors, rapidement, on termine, on passe à un autre sujet. Rapidement, vous avez 2 minutes. Oui, non, Guy, en tout cas, je pense qu'il faudrait me donner un tas de paroles. Non, juste 2 minutes, parce que les temps... parce que je suis Suleiman et Crispin, ils ont dit des choses en se continuant au même moment. Parce que là, je vais directement donner l'exemple, parce que là, Crispin venait de dire tantôt qu'il a vu quelque chose dans le cadre du programme des 145 territoires chez lui à coller d'insignifiant. Est-ce qu'il a pu circuler tout coller pour vérifier effectivement? Non, mais circuler. Non, mais ça fait combien d'années après la campagne électorale? Combien d'années après? Vous pensez que pendant une année après la campagne électorale aujourd'hui, il n'y a pas eu des projets qui ont été réalisés après votre passage? Et si vous prenez l'exemple, lui, Suleiman a voulu qu'on cite donner quelques exemples. Je prends les Kasaï. Quand vous allez au niveau du territoire de Kazumba, les centres de santé de Mbulungu, ça a été construit. Allez-y vérifier, je vous donne les détails. Allez-y vérifier. Je sais que vous parlez pour avoir les marchés. Non, ce n'est pas question. Je n'ai réalisé aucun marché par rapport à ces programmes. Et c'est que je dis, prière me protéger. S'il vous plaît, Suleiman, vous n'avez pas de parole. Prière de me protéger. Quand il fait le centre de santé de Luboudi, il venait d'être construit. Allez-y vérifier, vous allez voir les réalités et puis vous viendrez ici dire que non, j'étais en train de me contredire, mais j'ai quand même vu. Il faut prendre note sur les mains pour ne pas oublier. Il faut prendre note. Je suis en train de citer, il faut prendre note. C'est pas que deux. Kazumba, Luboudi déjà. Et quand vous faites l'école primaire Bagota, c'est là je suis dans le territoire de province de Ituri, Irumu. Vous avez cité Irumu tout à l'heure là. Allez-y vérifier l'école primaire Bagota. Ça a été construit dans le cadre du programme des 145 territoires. Que vous voulez nier ici l'existence, soit sous prétexte que je suis en train de parler pour les Congolais et moi je suis en train de parler pour avoir le marché. Pour votre information, je n'ai eu aucun marché par rapport à ces programmes. Non, vous faites campagne là, c'est pour... Non, mais ce n'est pas une campagne. Je vous donne les détails et les noms avec précision. Continuez, il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Il n'y a que 3. Il n'y a pas que 3, je suis en train de citer. Oh, mais laissez-moi vous citer d'autres. Nous sommes sur Irumu, c'est 3. Oui, c'est ça. Là, je ne cite pas que les écoles. Je parlais des centres de santé. Il y en a beaucoup. Vous n'allez pas terminer. Toujours à Ituri. Nous sommes à la télé. Toujours à Ituri. Prenez note, l'école primaire Lougadé. Dans le territoire de Irumu, toujours chez Ferry de Bassili. Cette école-là a été construite dans le cadre de ces programmes. Que vous voulez nier l'existence. Il y en a beaucoup. De l'autre côté, il y en a beaucoup. Mais laissez-moi lui citer, comme ça il va prendre le temps de vérifier. Il ne faut pas suivre. Non, il faut lui dire. Il faut lui dire, lui faire comprendre et que le téléspectateur, la population qui nous suit puisse comprendre que c'est un programme qui est effectif sur toute l'étendue du pays. Un programme du chef de l'État. Du chef de l'État. Et il met son... Mais c'est du concret, ce n'est pas comment dirais-je, comme il a dit tout à l'heure, que c'est un discours. C'est du concret. D'accord. Et nous le vivons, le peuple est en train de le voir. D'accord. Professeur, 2 minutes pour conclure ce sujet. Et on attaque un deuxième sujet parce que le temps est parti. Oui, alors, merci beaucoup. Je pense effectivement par rapport à l'état de la nation, le discours de l'état de la nation, qu'on a félicité en termes de, ok, là, donner une situation, et tout le monde a le droit de voir de son œil. Je ne prends pas ça comme élément principal. Économique, l'aspect économique, sécuritaire, etc. Qu'est-ce que le peuple a retenu de ce discours? Ça serait ça le vrai problème. J'ai passé mon petit temps depuis hier à essayer de questionner, mais je continue. Donc je ne vais pas le dire aujourd'hui.
Je continue encore ce soir, j'attends certaines données, parce qu'il ne faut pas venir à la télé, à la radio raconter n'importe quoi, comme j'aime le dire. Donc j'attends. Mais moi, personnellement, je n'ai pas retenu l'essentiel. Vous savez quoi? Allez voir les discours de Zelensky. Allez voir les discours de Poutine. Suivez les discours des pays qui sont en guerre. Ça va? Dès qu'on ne retient pas presque quoi que ce soit, parce que c'était global, c'est à peine, Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions, vous avez cité le Wazalendo, vous nous avez remercié tous les patriotes du Congo, c'est très bien. Je suis très content. Il a dit in extenso. Mais je n'ai pas vu le président de la République, dans tout son discours, prendre un angle stratégique pour la nation. C'était global. Il a pris toutes les matières. Or, nous sommes en guerre. C'est-à-dire, je pense effectivement que nous n'avons retenu que celui de la justice a retenu la petite partie de la justice. Celui de 145 territoires a retenu sa petite partie de 145 territoires. Donc, au fond, le peuple là a un message qui n'est pas cohérent, même si je suis en train de vérifier. Quel est le vrai message qu'on retient? Apparemment, on retient les changements ou bien les réformes plutôt constitutionnelles. Oui, parce que ça, c'est ce qui domine un peu. Beaucoup de gens semblent retenir réforme constitutionnelle plutôt que changement ou bien révision. Mais voilà, nous sommes perdus. Nous sommes en guerre. Moi, j'aimerais effectivement que j'ai pensé que l'état de la nation aujourd'hui serait que nous sommes en guerre. Nous avons besoin que nous puissions nous soulever, nous tous, pour nous battre. Et que les autres points pouvaient être des points secondaires. Vous comprenez? J'ai dit tous les 145 territoires secondaires. Je l'ai prouvé la fois passée. Je continue à les prouver. Il y a des œuvres de 145 territoires à Rutshuru. Moi, je confirme. Mais qui sont dans des mains des Rwandais. Je voulais vous dire ceci. Oui. Vous dites vous-même que nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Oui. Et vous voulez que publiquement, qu'il donne les stratégies... publiquement comme ça, voilà, nous avons pris l'option de faire comme ça, de nous cacher comme ça. Prêtez-moi les mots. Prêtez-moi les mots. C'est pas ça. C'est pas ça. Prêtez-moi les mots, je vous dis ce qu'il doit dire, ce qu'il pouvait dire. S'il vous plaît, professeur. Comme ça sera clair. S'il vous plaît, professeur. Oui. Si même mobilisation, il y en a, ou... Il n'y en a pas, c'est où? Attendez, si même mobilisation, il y en avait pour dire, voilà, mettons-nous debout, tout ça. Mais si c'est une stratégie contre la guerre... C'est sa liberté, moi aussi j'ai mes stratégies, j'ai le droit de proposer. On ne peut pas les dire tout haut. Ça c'est ça, laissez-moi proposer. Monsieur le journaliste, ne confondons pas tout. C'est ce que je dis, dans notre naïveté, nous voulons justifier des petites choses. L'article 63 n'est pas un secret. Quand vous êtes aux États-Unis et qu'on doit faire une mobilisation du peuple pour que les gens deviennent des Ouazalènes, y insister. Pas seulement en parler, puisqu'il en parle, félicitations, il n'y a pas de problème. Y insister, ce n'est pas un secret. Quand tout le monde doit aller au Vietnam, mais c'est public. Parce qu'effectivement, il faut sensibiliser. Quand tout le monde doit effectivement, toutes les régions... Vous faites bien de comparer, c'est vrai. Oui. Mais ces États-là ne sont pas la RDC. Mais exactement, la RDC est parmi les derniers à ne pas savoir sensibiliser. Notre façon de sensibiliser, nous voyons les résultats. C'est que les résultats... Vous n'êtes pas personnellement d'accord avec la façon de sensibiliser. Oui, effectivement, parce que je ne vois pas la vraie sensibilisation. Si vous allez à Kinshasa, tout le monde est préoccupé par les embouteillages. Si vous allez au Katanga, tous les leaders sont préoccupés parmi la Constitution et moi je vais avoir quelle position? Il n'y a pas Bendele Kweya, mais Bendele Zo Kweya. C'est ce que je suis en train de dire. Bendele Zo Kweya, là les Rwandais viennent de prendre et continue là où je vous parle. Il y a encore des endroits qui sont tombés. C'est-à-dire, moi je m'attendais, ça n'engage que moi. Ouais. Lui, le président de la République, avec le gouvernement, ont choisi leur méthodologie secrète de sensibilisation que moi je ne connais pas. Et je ne vois pas sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Rien n'est aussi secret que ça. Vous me parlez de quel secret? Nous sommes en guerre. Le président l'a dit et j'étais content. Le Rwanda nous attaque. Nous avons des preuves. Ça va, Excellence, Monsieur le Président. Comme vous avez confirmé que le Rwanda nous attaque, moi je pensais que pendant ces discours-là, vous allez dire que désormais, nous enclenchons l'article 86 de la Constitution et nous déclarons la guerre. Nous attendons quelque chose, Excellence, Monsieur le Président. S'il vous plaît. 86, il ne le fait pas dans sa chambre. C'est la Constitution. Lui-même l'avait dit. Il a réuni les congrès. Oui. C'était ça. Il avait dit lui-même. On déclare la guerre. S'il vous plaît, le congrès qui a été réuni, c'est pour un discours sur l'état de la nation. Et l'état de la nation, nous sommes en guerre et on déclare la guerre. Alors, c'est votre point de vue, voilà. Voilà, nous passons au deuxième sujet.
Nous passons au deuxième sujet, c'est sur la paix. On revient encore sur la paix, rien que la paix. Voilà ce qui a constitué l'ossature du forum des États, des parlementaires des États de la CIRGL. Nous suivons d'abord ces reportages et puis nous revenons sur ce plateau. Prenant la parole lors de cette rencontre à Luanda, capitale angolaise, le député national, le professeur Boniface Kabanda Matanda, a recommandé à ses collègues, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de citer clairement dans leur rapport final le Rwanda comme étant le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Il a soutenu qu'en acceptant de signer un accord de cessez-le-feu avec la République démocratique du Congo, le Rwanda avoue que c'est bien lui qui fait la guerre à cette dernière, ajoutant que si par sa résolution 2746, le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve la signature de cet accord, c'est que le même Conseil de sécurité approuve, lui aussi, qu'il s'agit bel et bien du Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. La délégation du Congo est d'avis que ce rapport n'est pas fiable. Nous l'avons dit au Soudan du Sud, Monsieur le Président. Nous l'avons répété. Heureusement que nous sommes à Luanda et le Luanda qui nous aide à finir la guerre. Et pourquoi vous le répétez encore de cette manière? Par la même occasion, le député national, le professeur Boniface Kabanda Matanda, a rappelé à ses collègues députés du Forum la résolution prise lors de la 13e réunion statutaire tenue du 31 avril au 1er mars 2024 à Djouba, au Soudan du Sud, résolution selon laquelle le Forum devrait user de ses pouvoirs législatifs pour contribuer de façon significative à la promotion de la paix ainsi qu'à la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, nous revenons sur le plateau. La diplomatie parlementaire, cette fois-ci, une délégation des parlementaires de la RDC qui a fait son déplacement à Luanda pour discuter avec ses pairs d'autres États de la région sur la question de la paix. La paix et la paix. Est-ce que, professeur, on peut croire à la diplomatie parlementaire? On peut croire à la solution par la diplomatie parlementaire effectuée par nos députés et même les députés du monde. La diplomatie parlementaire, c'est une très bonne chose parce que souvent, le parlementaire représente le peuple pour nous. Ce sont des élus directs et même partout au monde, même indirectement, représentent le peuple. Donc là, on s'attend à ce que ce soit vraiment le peuple plutôt que le gouvernement. C'est ça la différence. Donc le parlementaire devait avoir vraiment les avis plus du peuple. Or, nous sentons qu'au niveau des pays des Grands Lacs, beaucoup de pays effectivement sont encore dans cet esprit néocolonialiste. C'est-à-dire que le parlementaire ne représente pas souvent le peuple. Ça, c'est une sorte de dichotomie. Il y a ce qu'on souhaiterait quand le parlementaire vienne. Il voit qu'on a déjà plus de 10 millions de Congolais. Je m'excuse, le président n'en a pas parlé assez. 10 millions des Congolais. Nous sommes dans ce qu'on appelle génocide. Et effectivement, le président de la République lui-même a retenu, ça va, les 4 une date pour ça. Mais on n'a même pas senti ça. Donc, le parlementaire, la force de la diplomatie, c'est des rapports de force. Quand sur terrain, nous n'avons pas un grand rapport de force et économique, ça va, c'est-à-dire on n'a pas d'entreprise, je l'ai prouvé, on le prouve, tout le monde le sait, il n'y a pas à prouver, tout le monde le sait. On ne contrôle pas notre économie. Quand effectivement, on ne contrôle pas une bonne partie des territoires, plus qu'un pays comme Congo, Brazzaville, l'Ouganda, le Rwanda, on ne contrôle pas nos territoires et que parfois, on se plaît à dire qu'on a résisté. Ça va. C'est-à-dire que dans toute diplomatie qu'on fera, nous manquons ce rapport de force. Il faut d'abord créer les rapports de force à l'interne pour que votre discours puisse avoir le poids. Vous savez, les discours de Netanyahou, il dit, à la moindre escarmouche, c'est la même chose, hein, à la moindre escarmouche, vous allez voir ce que je vais faire. Mais c'est ce qu'il a fait c'est quoi le pays, en Liban. Il ne le dit pas. Il se constitue les capacités à l'interne pour dire, quand je veux dire, tout le monde a peur. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais nous, depuis qu'on a dit à la moindre escarmouche, et moi, j'avais soutenu. J'ai soutenu le président de la République quand il a dit que nous sommes capables d'atteindre Kigali. Peut-être que vous ne savez pas comment est-ce que j'avais bien dormi ces jours-là. Mais on n'a jamais même atteint Gisenyi.
Ça va, c'est-à-dire à 2 mètres. On n'a jamais. Le président de la République est très mal conseillé. Il dit bien, nous sommes d'accord, à la moindre escarmouche, celui-là ne va plus dormir. Excellence, Monsieur le Président, vous m'avez fait plaisir ce jour-là. Mais le plaisir est resté sans suite. Donc, il n'y a pas de diplomatie sans rapport de force, quel que soit ce que les parlementaires vont dire, ça n'a pas de sens si on n'a aucun rapport de force significatif. Merci. Professeur Ntala, je suis à vous. Est-ce qu'on peut croire qu'avec les efforts conjugués par les élus du peuple sur le plan régional, la paix peut revenir sur la région? Oui, bien sûr. Notamment que oui, dans notre pays. Oui. Avant d'aborder ces sujets, je pense que je dois revenir un peu sur ce que le professeur venait de dire tantôt. Je crois que le président de la République n'allait pas se tenir devant les 2 chambres réunies en congrès pour donner les stratégies militaires afin de mettre out le rebelle du M23. Donc, le président de la République l'a bien dit que malgré les efforts, il y a encore des défis énormes et importants qui restent encore à fournir pour que nous puissions, comment dirais-je, mettre les Congos sur, comment dirais-je, sur les rails. Et le président de la République n'allait pas se tenir devant les 2 chambres pour parler des stratégies militaires qu'il faut faire ou bien qu'il faut mettre en place pour pouvoir combattre le rebelle du M23. Donc ça veut dire que, nous le voyons, il y a combien de fois est-ce que les rebelles ont été repoussés? Parce que c'est comme je dis tantôt que c'est un appel pour moi, ces discours du président de la République, c'est un appel à la construction d'un Congo, comme lui-même l'a souligné. Et je pense que c'est important que nous puissions s'approprier de ces discours du président de la République. Nous sommes sur le plan de la diplomatie. Bien sûr, je vais revenir là-dessus parce qu'il fallait quand même... Nous ne sommes pas encore sur le discours du chef de l'État. Nous sommes sur mais il fallait quand même, il fallait quand même mettre un peu de l'emphase par rapport à ce que le professeur venait de dire. D'accord. Et il faut d'abord comprendre le rôle, bien l'objectif de la CIRGL dans, comment dirais-je, en général. Et puis avec le FP-CIRGL, le Forum des parlementaires des pays de la région, du Grand Lac. C'est très important. Et moi, personnellement, je me dis, c'est comme le professeur venait de dire tantôt, je crois que ce n'est pas un coup, ou bien un coup de bâton magique que le président de la République va déclarer directement la guerre avec le Rwanda. Il devrait au moins s'assurer que tous les pays voisins sont d'accord avec nous dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien déclarer la guerre avec le Rwanda. Et si ces pays voisins pourraient servir de base arrière, et qu'est-ce qui va se passer de la guerre qu'on va déclarer avec le Rwanda? Et si vous regardez bien, déjà, d'antan, le président de la République a lancé un appel de recrutement de jeunes dans l'armée. Et c'est de cette manière-là que nous nous préparons pour faire la guerre avec le Rwanda. Lorsque nous allons nous dire, bon voilà, aujourd'hui, on a une armée, d'ailleurs notre armée qui est très forte, qu'il a d'ailleurs lui-même encouragé hier, et en ce moment-là, on va directement faire la guerre avec le Rwanda, tout en se rassurant que ces pays voisins ne serviront pas peut-être de base arrière. Parce qu'aujourd'hui, la cité, il a donné l'exemple de l'Israël. Et donc, vous pensez qu'avec la diplomatie parlementaire, on peut parvenir à asseoir cette stratégie avec les autres États pour qu'ils ne puissent pas servir de base arrière au Rwanda en cas de la déclaration. Mais tous ces parlementaires-là représentent le peuple. Tous ces parlementaires-là représentent le peuple. Dans ces soucis-là de la représentation de peuple que ces derniers, comment dirais-je, vont jouer ces rôles-là. Et dans ces soucis-là de voir la paix revenir particulièrement dans la partie de notre pays, je crois que ces parlementaires-là d'autres pays voisins auront ce cœur-là par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Parce que dans leur pays, ils ne pourront pas, en tant que parlementaires, accepter la situation qui se passe dans la partie est de notre pays. Et je crois, et je reste encore très optimiste par rapport à la diplomatie de notre pays et surtout de ces forums, que l'issue favorable y sera et nous aurons la paix sur le plan diplomatique. Parce que si sur le plan diplomatique, si la situation ne marche pas, on peut faire, comment dirais-je, on peut se rétracter, dire, bon voilà, on a essayé la diplomatie, ça n'a pas donné, et directement on peut, comment dirais-je, faire la guerre directe avec le Rwanda. D'accord. Je pense que c'est une action qu'il faut soutenir et qu'il faut accompagner de manière à ce qu'une solution dans ce sens-là soit trouvée. Je pense et ça sera trouvé. ONES est d'accord avec vous. Il ne sera pas d'accord avec moi. Il ne sera pas d'accord avec moi. D'abord, quand on parle de la diplomatie pour un pays... Diplomatie parlementaire. On parle d'abord de la diplomatie. Ouais. Et parlementaire vient après. D'accord. Je salue d'abord cette initiative
bon, leur forum, et même l'honorable qui a parlé, j'ai trouvé, quand j'ai lu si sa face, il a les soucis que personnellement moi j'ai, et je pense que le prof aussi a. Moins que M. Tala qui n'en a pas. M. Tala n'en a pas parce qu'il a en train d'acclamer ce qui n'est pas acclamable. D'abord, je vais vous dire quelque chose que non, pour déclarer la guerre dans un pays, sur le président de la République, dans un congrès, comme il en a fait, il faut revoir la Constitution. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que nous sommes à la télé. Le président de la République ne peut pas se réveiller certains matins, il dit non, je vais directement. Non, ce n'est pas le congrès. Vous-même, vous avez suivi la fois passée quand il avait dit, il a dit, si Moko, je vais faire quoi? Réunir les congrès. C'est les congrès comme il en a fait. Ce qui est prioritaire, il devait le faire, il n'y a pas de problème. Je vous dis, non, quand on lit, écoutez, quand on déclare, la Constitution ne dit pas, le président de la République va prononcer, dire les stratégies sur le micro. Non. Mais déclarer la guerre, le président de la République en a le pouvoir de réunir le congrès, comme il en a fait hier. Il faut voir bien la loi. Ok, on revient. C'est juste une réponse que vous allez bien comprendre, mais après, on va bien vous apprendre sur ça. Alors, en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, oui, c'est bien. Je redis encore que non, je salue d'abord nos intervenants, nos députés qui sont partis. Je lis sur leur figure. Donc, c'est la personne qui a parlé. Ils étaient engagés. Oui, c'est bien. Moi, je préfère que cet engagement ne se limite pas seulement à vous, nos élus. Que cet engagement aille jusqu'à l'exécutif, aille jusqu'à la première institution de notre pays. Voilà la façon dont vous avez dit, vous étiez parti, je pense là où vous étiez parti au Sud, à Djouba, vous en avez parlé. Et puis vraiment je vous salue de ce côté, je n'ai pas de commentaires trop sur ce que vous avez fait, je suis là, c'est pour vous remercier. Et maintenant, vous dites que non, la diplomatie... Vous avez 30 secondes. Vous dites que non. D'accord, merci. Vous dites que la diplomatie, oui, la diplomatie, elle est bonne. Mais quand la diplomatie ne réussit pas, ce qu'on vient faire, c'est quoi? C'est de déclarer la guerre. Comme le président avait déjà dit. Parce qu'on a tué plus de 100 Congolais que le président avait dit que non, un Congolais seulement. Je termine avec vous sur cette information des parlementaires. Oui, est-ce qu'on peut y croire? Gustave, vous savez que si les parlementaires font correctement leur travail, c'est-à-dire légiférer, contrôler l'exécutif, beaucoup de choses vont changer. Et dans nos pays, les pays de la CIRGL, il y a des parlements. Chaque pays a son parlement. Et si tous les parlements parlaient le même langage, bien de choses vont changer. Et j'ai suivi le professeur Boniface Kabanda Matanda. Et il est, je crois, à sa troisième mission. Je le suis souvent quand il est en mission. À Djouba, je vous assure que je l'ai suivi à un moment où il a dit à un parlementaire rwandais, où il a exigé à un parlementaire rwandais de lui remettre, de lui restituer le costume que ce parlementaire-là avait sur son corps. Parce que pour lui, le parlementaire porte un costume acquis de minerais de la République démocratique du Congo. Vous sentez ces attaques-là, cette façon d'approcher la question, elle est importante. Et là, je félicite le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui autrefois disait, il dit, il faudrait que dans la mise en place des commissions, il faudrait qu'on tienne compte de profils des gens. Et effectivement, le Congo, pour être représenté à des instances comme celle-là, il faudrait des personnes aussi pointues, aussi expérimentées. D'abord, c'est un professeur d'université, si je le comprends bien. Un professeur d'université, c'est un grand avocat. Il est avocat, je crois, au Conseil d'État et il a la conscience d'abord du pays. À la cassation. Vous voyez que ce sont des personnalités qui peuvent nous représenter valablement au pays et dans d'autres instances et nous apporter des solutions. On a fini. Dernièrement,
Vital Kamerhe a envoyé aussi une délégation au niveau de l'Ouganda qui était conduite par Lambert Mende, toujours à la recherche de la paix. Oui. Il y a la ministre pour vous qui demandait que ça puisse quitter le Parlement vers le gouvernement. Je vous dis que avant-hier, la ministre des Affaires étrangères a été aussi dans une autre séance, je crois, de travail avec les Rwandais et il a blâmé. Elle a parlé plutôt. Elle a parlé, vous sentez que et le Parlement et le gouvernement sont au front pour rechercher la paix, même si pour les professeurs et pour Suleiman, il faut à tout prix déclarer la guerre. Je crois qu'on a fini, on me fait signe. Je crois qu'à la fin, Suleiman va me chercher comme ça, je vais lui donner les noms, les listes de tous les centres de santé et les écoles. Voilà les bonnes choses. Au moins que Gustave me le permet pour que je puisse vous donner la liste. On a fini. Les bonnes choses ne durent pas. Parce que là, apparemment, vous n'êtes pas d'accord. S'il vous plaît, on les respecte. S'il vous plaît, Tala. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités qui étaient avec nous sur ce plateau. Archip Ntala Kabongo, professeur d'Adi Saleh, Suleiman Onehese et Crispin Longomba. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique. La suite au prochain numéro. Au revoir.